Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième podcast avec Eric de Toulouse. Dans la première partie, il nous avait donné un petit peu des nouvelles, c'était un petit peu comme un rattrapage après sa vidéo qu'il avait faite à Kiev en novembre 2017. Et il nous a raconté un petit peu tout ce qui s'est passé entre-temps avec Natalia, qui est sa future épouse russe. Et là, dans cette deuxième partie, c'est un petit peu plus relax, j'ai trouvé, plus sympa. Et Eric nous parle, à quelques jours avant de partir à Moscou, il nous parle un peu des préparatifs pour le mariage. En fait, il explique un petit peu la paperasse, les documents qu'il doit faire avec l'ambassade de France à Moscou. Et il explique qu'il va faire en fait 3 mariages, un en France, un à Moscou et un en Crimée. Et il nous raconte un petit peu un incident qui s'est passé quand ils ont été au bureau du ZAKS, c'est là où on inscrit les mariages. Donc, qui illustre encore une fois les différences culturelles entre une femme russe et un homme français. Et à la fin aussi, on parle du futur, c'est-à-dire où est-ce qu'ils envisagent leur vie après, puisqu'en fait, il ramène des habits de Natalia à chaque voyage. Il amène du champagne à l'aller et il ramène des habits au retour et des chaussures. Et il parle de sa retraite et de comment ils envisagent la vie plus tard. Et il parle aussi à un moment donné, j'ai trouvé ça très intéressant, de la jalousie qui a été déclenchée chez ses collègues de travail et aussi de la jalousie du côté des amis de Natalia à Moscou. Alors sans plus tarder, on rentre dans cette discussion fort agréable et fort sympathique. Et Eric nous a dit qu'il allait nous redonner des nouvelles après le mariage qui est pour le mois d'avril 2019. Alors, nous sommes jeudi 31 janvier, c'est le dernier jour du mois de janvier et j'ai hâte que le mois de janvier se termine parce qu'ici à Montréal, il fait une froidure, une gelure, moins 18 ce matin et j'ai une sale grippe. Donc, c'est la deuxième partie de ce podcast avec Eric. Toi Eric, tu es à Toulouse ? C'est ça, je suis à Toulouse. Bonsoir d'abord à Antoine et puis bonsoir aux auditeurs du CQMI. Oui, je suis à Toulouse pour encore 2 jours. Enfin, je travaille encore demain et puis ce week-end, je pars à Moscou rejoindre ma chère et tendre pour une semaine. On a prévu de voir pour le restaurant, pour le mariage, aussi le logement pour accueillir la famille qui viendra à Moscou, parce qu'en fait, ni elle ni moi n'avons de famille à Moscou. Tous vont venir, tous ceux qui vont venir, et puis on va devoir les loger à Moscou. Donc dans son immeuble, on va louer des appartements, c'est un peu sur le principe du Airbnb, et on va louer ça, des appartements. Et à Toulouse, ici, la température est plutôt positive. On a de la pluie. Et j'ai eu un peu, avant de t'appeler, là, j'ai eu Natalia au téléphone. À Moscou, il fait aux alentours de 0. Elle m'a dit aujourd'hui, il faisait 0, même plus 2. Je crois que c'était monté jusqu'à plus 2. Donc, c'est pas les froidures du Québec. Ouais. Ouais, je dois dire qu'au bout de quelques années, ça fait déjà 20 ans, plus de 20 ans, 22 ans que je suis au Québec, le froid commence à me faire du mal. Ah ouais, à te peser ? Ah ouais, là je le sens les hivers, surtout quand on est malade, ça passe pas facilement. Et le mariage que vous allez faire à Moscou, c'est un mariage avec combien de personnes ? Bon, c'est pas énorme, on va être aux alentours d'une dizaine de personnes. C'est juste pour célébrer, j'allais dire, le mariage administratif. Après, en fait, on fera 2 cérémonies. D'un côté avec ma famille en France qui peut pas se déplacer sur la Russie, et de l'autre côté avec le mariage religieux en Crimée avec sa famille à elle qui peut pas se déplacer sur Moscou. Donc il y aura en fait il va y avoir trois mariages.
Ouais, oui, enfin 3 célébrations. Maintenant, le mariage officiel reste celui administratif, celui qui va se dérouler à Moscou, aux axes de Moscou, quoi. mais alors, nous, par exemple, pour le mariage qu'on a fait avec Borislava, il faut obligatoirement qu'il y ait des membres de la famille des deux côtés pour que le mariage soit reconnu comme légal et officiel. Parce que c'est un mariage canadien que tu as fait. Oui, au Canada, oui. Oui. Pour un mariage en Russie, il n'y a même pas besoin de témoins. Ils n'ont pas de témoins. Il n'y a pas de témoins pour le mariage. En France, il te faut au moins un témoin par époux, c'est-à-dire donc 2 témoins, généralement issus soit de la famille, soit des amis d'un côté comme de l'autre. Mais à Moscou, il n'y a même pas besoin de témoins pour le mariage. Donc la présence de membres des 2 familles n'est pas... c'est un peu comme un mariage, je dirais, à Las Vegas, où tu viens, tu t'enregistres au service administratif et puis t'es marié, quoi. La différence, c'est que là, tu t'enregistres pas 24 heures avant ou le matin pour l'après-midi, comme tu peux faire à Las Vegas. D'ailleurs, les mariages à Las Vegas sont pas reconnus en France. À moins de faire, je pense, une procédure nécessaire, comme moi j'ai fait la procédure que j'ai suivie pour que mon mariage soit reconnu en France, quoi. Mais alors, comment les autorités françaises font pour s'assurer que c'est pas un mariage blanc? Ah bah alors voilà, donc moi j'ai rempli les documents qui sont fournis par l'ambassade de France, enfin le consulat des Français, c'est le consulat général de France à Moscou exactement, qui est au même endroit que l'ambassade de France, mais c'est le service des Français, en fait, ce qu'ils appellent le service des Français. Donc je suis allé les voir, d'abord une première fois, enfin on y est allés tous les deux. On a posé toutes les questions dont on voulait avoir des réponses, et ils ont été bien parce que ils m'ont fourni la liste des documents à fournir. Alors donc je peux un peu fournir la liste. Ça c'est même un document que j'ai sous les yeux là et qu'on peut imprimer en se connectant sur le site de l'ambassade de France. Alors je ne connais plus l'adresse du site, mais c'est quelque chose comme rue.ambassadefrance ou ambassfrance.org, quelque chose comme ça. Donc il y a un questionnaire à remplir par conjoint. Sur ce questionnaire, il demande toutes les informations de chacun concernant les époux. Alors des informations différentes, bien sûr, pour le futur conjoint français par rapport au futur conjoint russe. Donc il faut remplir ce questionnaire. Il faut fournir forcément des photos d'identité. Pour le ressortissant français, il faut fournir tous les documents qu'il faut fournir habituellement pour un mariage en France, c'est-à-dire une preuve de la nationalité française. Alors ça c'est le passeport, hein, c'est facile, mais en général, ils veulent voir l'original et il faut leur faire une copie en plus. Ils veulent aussi une copie intégrale originale de l'acte de naissance, je crois. Enfin, c'est le truc, tu sais, qu'on fait qui est valable que 3 mois, là. Ouais. Bien sûr, un justificatif de domicile en France, parce que, et puis, si tu es une personne divorcée ou veuf, le certificat de divorce ou de décès vis-à-vis de ton ex-conjoint, quoi. Donc, ce que moi, j'ai fourni. Pour le ressortissant russe, alors là, c'est un peu plus long et un peu plus compliqué. Il faut c'est 2 passeports en fait, parce que ce qu'on appelle le passeport national chez les Russes, ouais, ça a la même gueule qu'un passeport international. C'est un petit livret, mais dedans il y a le lieu de naissance. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'il n'y a pas sur un passeport international. Il y a aussi le fait s'ils sont mariés, divorcés, si il y a des enfants, enfin tout ça c'est dedans. Ils appellent ça le passeport intérieur en fait. Ouais. Alors il faut amener l'original, mais il faut fournir une copie traduite.
Donc, avant d'aller déposer le dossier en France, il faut faire tous les documents officiels du ressortissant russe, de la femme, en l'occurrence pour moi. Il faut fournir tous les papiers originaux, les présenter. Après, tu repars avec les originaux, bien sûr, mais par contre, ils gardent toutes les copies et les traductions. Il faut une copie de l'original, en langue russe, bien sûr, mais une traduction de l'original, et tout ça apostillé. Ouais, avec certifié conforme. Voilà, c'est ça. Enfin, ça s'appelle apostillé en langage international. Et une traduction de l'apostille aussi. Parce que l'apostille, elle est en russe, bien sûr, sur les documents russes, quoi. Et pareil, il faut aussi, si ce sont une personne divorcée ou veuf, certificat de divorce, de décès, et tout ça, quoi. Donc, ça, c'est ce qu'il faut fournir. Donc, on se présente avec tous ces documents et le questionnaire dûment rempli et signé. Et là, à ce moment-là, l'ambassade de France prend tous ces documents, procède à la publication des bans. Donc, par la valise diplomatique, il y a la demande de publication des bans qui est envoyée à la mairie où moi je réside en France. Il y a publication des bans pendant 3 semaines à la mairie où moi je résidais en France. Publication des bans aussi à l'ambassade de France à Moscou. Et une fois que ça les bans sont publiés et puis la période de publication est arrivée à terme, la mairie en France renvoie via la valise diplomatique l'attestation, la preuve que les bans ont bien été publiés et l'attestation officielle par l'officier d'état civil de la mairie. Et à ce moment-là, le consulat des Français à Moscou délivre une capacité à mariage. Donc c'est un document qui est dans les 2 langues. Le document, il est agrafé avec une espèce de... il y a 2 pages, une page en français et une page en russe, et agrafé avec une espèce de scellé métallique, et il ne faut pas les séparer sur tous les 2 pages. Et avec cette capacité à mariage, on s'est rendu au consulat russe du ministère des Affaires étrangères, où là, on a fait enregistrer la demande de mariage pour un ressortissant russe plus un ressortissant français. Étranger. Si 2 ressortissants russes veulent se marier, ils n'ont pas besoin de passer par là, par le consulat russe. Et puis après, une fois que le consulat russe a délivré un document attestant que notre demande de mariage binational était valide, avec ce document, on a pris rendez-vous aux AGS et on est allé déposer le dossier aux AGS. Alors là, ce jour-là, d'ailleurs, tu me demandais s'il y avait eu quelquefois des tensions. Je l'avais un peu oublié, celle-là, mais ce que j'avais zappé, ce que je ne savais pas, c'est que le jour où on va aux AGS, il faut y aller avec, bien sûr, les documents, mais avec des fleurs pour Natalia. En fait, j'aurais dû ce jour-là y aller avec elle, mais accompagné d'un bouquet de fleurs. Il paraît que c'est la tradition. Quand on fait la demande en mariage, bien sûr, on fait la demande en mariage avec une bague, avec des fleurs, avec j'allais dire la procédure classique, mais ça c'est un peu valable dans tous les pays. Mais le dépôt administratif doit aussi se faire avec des fleurs. Et là, moi, j'avais raté les fleurs. En plus, ce jour-là, j'étais malade. Je me souviens, j'avais un rhume énorme et puis j'avais un peu le cerveau embrumé et j'ai raté. Alors là, elle me l'a un peu reproché d'avoir oublié les fleurs ce jour-là. Puis elle a attendu que je sois rentré à Toulouse pour me le reprocher, quoi. Donc j'ai rattrapé le coup. J'ai envoyé des fleurs par courrier. Et là, j'ai trouvé un organisme qui permet d'envoyer des fleurs en Russie et c'est assez sympa, quoi. Donc voilà. Donc on a ouvert le dossier aux AGS et puis c'est là où on a fixé la date. Ouais.
Et puis maintenant, il ne reste plus que, enfin, toutes les démarches administratives étant terminées, il ne reste plus qu'à organiser, j'allais dire, le mariage physiquement, quoi. Donc, louer ce qu'il faut au niveau, enfin, réserver le restaurant, et là, on va s'en occuper cette semaine, enfin, la semaine prochaine, là. Ce qui est assez bien d'ailleurs, parce que en Russie, là, on parlait la dernière fois de la comparaison entre un mariage en France et un mariage en Russie. Un mariage en Russie, il n'y a pas besoin de s'y prendre un an à l'avance pour organiser. En France, si tu réserves pas une salle, un restaurant un an à l'avance, t'as rien, quoi. Enfin, je sais qu'à Toulouse, bon, en plus à Toulouse, tout le monde veut se marier au mois de juin ou au mois de mai, enfin toujours à la même époque des mariages, et c'est impossible de trouver une pièce ou un restaurant où on peut accepter toutes les familles. Bon, là, nous, l'avantage aussi, c'est qu'on sera pas nombreux, on sera entre 10 et 12, je crois. On va faire le point, parce que moi je sais qui vient de mon côté, mais je sais pas qui vient de son côté. Enfin, si normalement il y a ses deux parents, son fils et la copine de son fils. Il y aura nous deux, il y aura mon fils, ma fille, et je crois qu'il y a une ou deux personnes supplémentaires de son côté, elle. Donc, voilà. Elle a acheté une robe de mariée pour cet événement? Oui, j'ai acheté une robe de mariée parce que en fait c'est le mari qui doit payer la robe de mariée en Russie. Et là, j'avais été, je sais pas si je t'en avais parlé, mais déjà dans le premier podcast, j'ai été un peu surpris parce que ça coûte pas cher une robe de mariée là-bas. Alors, bien sûr, on a déjà été mariés tous les deux. On a 50 ans et plus. Enfin, elle pas, mais moi oui. Et puis bon, elle va pas se marier avec une robe blanche, mais donc je lui avais donné de l'argent pour que justement elle aille choisir avec une copine. Et puis là, elle a acheté deux robes. Elle a acheté une robe. Moi, je sais plus, je me souviens plus exactement combien je lui avais donné, mais l'équivalent de, enfin, même pas le prix d'une robe en France, quoi. Et en fait, elle a pu à la base acheter deux robes faites sur mesure avec des perles cousues, enfin une robe pour la cérémonie et une robe pour la soirée. Donc, et des chaussures en plus et un sac à main avec. Donc, elle a tout acheté. Donc, oui, ça c'est fait. Là, cette fois-ci, je monte dans ma valise, je monte du champagne. Alors, sur les voyages, je monte du champagne, en fait, parce que le champagne, bon, j'ai un fournisseur de champagne français très, très bon. Et sinon, acheter du champagne là-bas, c'est pas raisonnable, quoi. Bien qu'ils font du champagne en Crimée, mais c'est pas, enfin, c'est marqué champagne sur la bouteille, mais c'est du champagne fabriqué en Crimée, quoi. Ouais, c'est pas la même qualité. Non, c'est pas la même qualité. Et puis, il n'a pas le même, il a pas le même goût, la même finesse de bulle. Donc je monte tout ça dans la valise. À chaque fois, je protège avec du papier bulle. C'est calé dans la valise. Et à chaque fois que je redescends des habits à elle au fur et à mesure. À chacun de mes voyages, je monte des trucs pour le mariage, et puis je commence à redescendre toute sa garde-robe d'été, puisque là, pour l'instant, elle n'en a pas besoin, mais que je stocke à Toulouse. Donc là, j'ai déjà dans mes armoires à Toulouse, j'ai déjà sa garde-robe, une grosse partie de sa garde-robe d'été, et surtout les chaussures. Mais attends, mais en fait, le mariage... il y a une période, en tout cas pour nous au Canada, il y a une période entre le mariage et l'obtention du visa. Comment ça se passe après pour qu'elle puisse venir Oui, j'ai pas fini en fait. Il y a les démarches après. La démarche après, c'est la procédure à suivre après le mariage. Donc une fois que l'acte de mariage russe en main, il faut le faire apostiller. Et puis, mais je crois que c'est le ZAG, ils fournissent l'apostille avec. Enfin, il faudra que je vérifie ça. Il faut que je le fasse traduire.
et j'amène le tout, bien sûr le certificat original plus la copie et la traduction apostillée à l'ambassade de France. Et là, l'ambassade de France va me délivrer le livret de famille français et enregistrer le mariage en France. Donc ça va prendre la traduction en Russie, ça prend 3 jours, quoi, hein. Faire traduire un document, ça prend même pas. Enfin, tu l'amènes le lundi, le mercredi, tu le récupères, il est traduit. C'est assez rapide. Donc dans la foulée, je prends le rendez-vous à l'ambassade de France et je dépose ça. Par contre, il faut pour l'établissement du livret de famille, il faut un petit mois. Apparemment, ils disent 3 semaines. Et puis donc une fois que j'ai ce livret de famille, enfin plus exactement en parallèle, on va faire une demande pour elle d'un visa de conjoint, sur un visa de conjoint français. Donc sur son passeport, elle va avoir ce visa de conjoint français qui va lui permettre de venir en France, mais surtout d'y rester au-delà des 3 mois qu'un visa normal permet, si tu veux. Un visa normal permet 3 mois maximum en France. Après, tu es obligé de repartir en Russie. C'est bizarre ce que tu dis parce que Stéphane qui s'est marié avec Elena, ils se sont mariés au mois de décembre. Ils sont allés passer le Nouvel An en Ukraine. Et après, elle n'a pas pu revenir en France. Ils l'ont bloquée. Oui, mais est-ce qu'ils avaient pensé à faire la demande de visa de conjoint sur son passeport à elle? C'est ça, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier de faire. C'est de faire la demande de visa de conjoint. Ce n'est pas un visa normal. C'est un visa de conjoint qui permet ce qu'on appelle le rapprochement familial. Le regroupement familial, pardon. Et c'est ce document-là, enfin c'est ce visa-là qui permet après d'aller et venir autant de fois qu'elle le désire entre la Russie ou l'Ukraine et la France. Alors ce document, il te le donne automatiquement après le mariage? C'est instantané? Oui. Ah oui, tu ne l'auras pas avant. Tu ne l'auras pas avant. Non, mais je veux dire, ça prend quelques jours, c'est automatique? Ah non, c'est pas automatique, ça prend le temps de délivrance d'un visa, c'est-à-dire au moins 1 mois. Je pense que l'obtention, enfin, je connais pas exactement moi je sais le temps que l'ambassade de Russie en France met pour me délivrer mon visa. Ouais. Russe, mais ça c'est mon visa, j'allais dire pour l'instant c'est mon visa de professionnel parce que c'est un visa pro que je demande. Ça dure, j'ai déposé là, je l'ai fait là, mon passeport, mon dossier a été déposé juste après la fermeture, c'est-à-dire c'est le 13 janvier, je crois, le nouvel an russe, enfin le nouvel an orthodoxe, l'ancien nouvel an, ce qu'ils appellent l'ancien nouvel an, je crois que c'est le 13 janvier. Et donc jusque-là, l'ambassade était fermée. Donc le 14 ou le 15, je ne sais plus, ma demande de visa a été déposée et mon passeport a été récupéré le 25. Donc tu vois, c'est assez rapide en France pour avoir. Mais moi, bon, après mon dossier, il est bien ficelé, il est rodé, ça pose pas de soucis. Ils ont pas besoin de faire, je sais pas s'ils font une enquête ou quoi. En France, à l'ambassade de France à Moscou, je sais pas combien de temps ça met pour les Russes d'obtenir un visa, parce qu'il y a certains ressortissants russes qui se font refuser leur visa. Hein. Mais elle, il n'y a aucune chance qu'elle se fasse refuser, enfin aucun risque plutôt qu'elle se fasse refuser son visa. Donc surtout en plus si on est marié. Mais je pense que en tablant sur 1 mois, c'est-à-dire que le mariage aura lieu le 19 avril. Au mois de mai, elle peut me rejoindre en France. Okay. Après, c'est même pas, on le planifie pas pour le mois de mai, parce que moi, le mois de mai, je pars
À moins qu'elle veuille venir avec moi, mais je sais pas, on n'en a pas encore vraiment parlé. Parce que je pars 6 semaines en Amérique du Sud là pour un lancement, en Guyane. Là, je pars pour un départ de fusée. Je pars 6 semaines là-bas. Donc l'objectif, enfin dans ma tête, c'est elle viendra en France après, à mon retour, c'est-à-dire début juillet. Et elle, est-ce qu'elle a hâte de venir vivre en France? Oui. Est-ce qu'elle en parle de ça? Ouais. Alors non, pas là. Je te dis, on était au téléphone juste avant de t'appeler. Oui, elle a vraiment hâte de venir. Hein. Elle me pose toujours plein de questions sur. Bon, elle est déjà venue, elle sait, mais elle n'est pas venue suffisamment pour appréhender tous les point de vue, enfin toute la vision de ce que c'est que la vie en France et la vie, les loisirs. Alors on parle de choses de différentes à chaque fois, mais on en parle pas tous les jours non plus. Hein. Souvent, la fin de nos conversations, ça porte sur ce qu'on fait au quotidien et puis le temps qu'il fait. Enfin, on parle de plein de choses, quoi. Elle me donne des nouvelles de ses enfants, elle me demande des nouvelles des miens. Là, par exemple, aujourd'hui, on a pas mal. J'ai mes 2 grands qui font, ceux qui vont venir, qui vont faire ce week-end un marathon sur Toulouse, un trail en marathon. On a parlé de ça, elle me pose des questions parce que je pars juste après en fait le marathon et elle me dit que c'est bien que je les supporte. Enfin, c'est important que je supporte mes enfants. Et puis, donc on parle pas mal de ça, surtout pas mal de la famille, des enfants. Ça et puis de la vie. Mais oui, elle a hâte de venir en France. J'imagine que le climat aussi, ça doit lui plaire, le fait parce que le climat à Toulouse, c'est quand même le bonheur. Oui, c'est pas en hiver, parce que là, je te dis, aujourd'hui, il faisait aux alentours de 10 degrés et il pleuvait. Mais bon, c'est quand même mieux que 0 ou moins 10 et avec de la neige. Surtout que l'autre jour, là, elle me racontait, elle est tombée, elle a glissé dans la rue, là, elle a marché, elle a glissé sur une plaque de verglas, elle est tombée. Bon, heureusement, elle s'est pas fait mal, mais ça, tu vois, par exemple, le jour où elle m'a appelé suite à sa chute, elle n'était pas heureuse. Elle me disait, j'en ai marre de cet hiver. Il me tarde de partir de Moscou. Voilà, c'est. Et puis. Puis la séparation avec son fils, ça l'inquiète pas ou Là, elle est déjà séparée de son fils. Ah oui, parce qu'il est en Crimée, c'est ça? Parce que lui, il est en Crimée. Ouais. Donc, on rajoute, effectivement, une plus grande distance. Mais son fils, maintenant, depuis qu'elle est partie de Crimée pour aller à Moscou, elle ne l'a vu que 2 fois en un peu plus d'1 an. Oui, ça fait 1 an et 3 mois là qu'elle a quitté, 1 an et 2 mois qu'elle a quitté la Crimée. Elle n'a vu son fils que 2 fois. Une fois, elle y est allée sur place, où elle a vu aussi ses parents. Et ses parents, c'est pareil, elle les a vus qu'une fois. Ah oui, parce qu'ils sont en Crimée aussi, ouais. Ah oui, toute sa famille, son frère, elle a une tante, elle a, je sais plus exactement toute la. Moi, j'ai pas vu tout le monde encore de sa famille. C'est pareil, je sais pas. Il faudrait que je puisse passer du temps là-bas. Ce qui est prévu aussi cet été, on devrait y aller, ou plus exactement à la fin de l'été, parce que ce qu'elle me dit aussi, les voyages en Crimée en été coûtent très cher en fait, puisque c'est un lieu de villégiature pour les Russes. Ouais. Et donc il faut réserver ses billets d'avion longtemps à l'avance parce que c'est plein. Comme en plus il n'y a pas beaucoup de vols à cause des sanctions justement. Les vols ne peuvent venir que de Moscou, ou de l'intérieur, des vols intérieurs. Il n'y a plus de vols. Avant, il y avait Turkish Airlines qui faisait un vol. Moi, je pouvais partir de Toulouse. Je faisais Toulouse-Istanbul, Istanbul-Simferopol. C'était plus court que de me faire un Toulouse-Paris, Paris-Moscou.
Mais là, c'est interdit. Si Turkish Airlines assure un vol Istanbul-Simferopol, ils n'ont plus le droit d'aller atterrir aux États-Unis. C'est le principe des sanctions, quoi. Les compagnies qui atterrissent à Simferopol sont des compagnies intérieures russes. C'est même pas Aeroflot. Parce que si Aeroflot fait une liaison Moscou-Simferopol, Aeroflot n'a plus le droit d'atterrir aux États-Unis. C'est le principe des sanctions vues par Donald Trump, quoi. Ah ouais, ok, d'accord, je comprends. C'est comme ça que ça marche, quoi, si tu veux. Donc en fait, il n'y a que des compagnies intérieures ou biélorusses, parce que la Biélorussie a reconnu l'annexion de la Crimée, on va dire, la Crimée comme étant russe, étant revenue dans le giron russe. Donc il n'y a que la Biélorussie qui a reconnu. Oui, puisque le Canada considère que la Crimée est ukrainienne. Donc si les personnes qui ont des passeports ukrainiens en Crimée, ils sont considérés comme des Ukrainiens et non pas comme des Russes. Ouais. Oui, et d'ailleurs c'est pour ça qu'au départ on avait envisagé de faire le mariage en Crimée. Mais là c'est impossible. Parce que c'est administrativement complètement impossible. Parce que la France, reconnaissant la Crimée comme faisant partie de l'Ukraine, il me disait, ok, la démarche, c'est pas à l'ambassade de Moscou qu'il faut la faire, c'est à l'ambassade de Kiev. Et ZAG, en Crimée, il n'aurait pas accepté un document venant de l'ambassade de Kiev. Donc, le mariage en Crimée, c'est impossible. Ah ouais, avec un ressortissant français. Oui, avec un ressortissant étranger. Enfin, si tu veux, l'ambassade pour moi, et c'est ce que me disait alors à l'ambassade de France, le service aux Français, ils sont sympas là-dessus parce que ils me disaient par exemple, parce que je leur ai expliqué que j'allais en Crimée, et ils m'ont dit attention là-bas, si jamais vous avez un souci, officiellement, c'est l'ambassade de France à Kiev qui peut intervenir pour vous. Et officiellement, la Russie, enfin en Crimée, ils refuseront toute intervention de l'ambassade de France venant de Kiev pour un ressortissant français. Ouais. Ils n'accepteront qu'une intervention de l'ambassade Alors en fait, si jamais il m'arrive un problème en Crimée, il faut que je sorte de la Crimée, puis là je déclare mon problème, et là c'est l'ambassade de France qui vient me chercher, enfin qui est à fret, qui fait donc en fait il suffit de passer le pont de Kertch là maintenant, c'est assez facile, tu le passes avec la voiture. C'est quoi ce pont? C'est un pont. Je ne sais pas si tu vois la géographie de la Crimée. C'est une espèce de patate qui descend de l'Ukraine, en fait, puisque elle est rattachée à l'Ukraine. Il y a maintenant une frontière entre la Crimée. Il n'y a pas de raccord direct entre la Crimée et le territoire de la Fédération de Russie. Par contre, il y a sur le nord-est de la Crimée, il y a une espèce de presqu'île qui part vers la droite, où il y a la ville de Kertch, et qui va en direction alors je ne sais plus comment s'appelle la région là-bas. Krasnodar, ah oui, Krasnodar. Voilà, c'est ça. Krasnodar, voilà, c'est ça. Et donc, entre ces deux, ils ont fait un pont long de, je ne sais plus combien, 11 km ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'est ce qui sépare avec la mer d'Azov, c'est là que les bateaux avaient été capturés. Ouais. Voilà, c'est sous le pont qu'ils ont été capturés, les bateaux. Enfin, ils voulaient passer sous le pont, les bateaux. Ouais. Parce que si tu prends un pont qui veut aller de... c'est quoi la grosse ville? C'est Zaporozhye, la grosse ville qui est ukrainienne, qui est là, le grand port russe. Ukrainien. Il y a un grand port ukrainien, là, dans la mer d'Azov. Et puis, ils font des liaisons de bateaux entre ce port-là et Odessa, qui est aussi en Ukraine. Mais là, ils n'ont plus le droit. Enfin, ils sont obligés de demander parce que la Russie considère que les eaux territoriales sous le pont sont des eaux territoriales russes.
Donc les Ukrainiens doivent déposer un plan de navigation pour passer de l'un à l'autre. Et puis en plus, ils ont fait, les Russes, dans la construction, ils ont fait un pont qui n'est pas très haut et qui ne se lève pas, bien sûr, si bien que les gros bateaux qui remontaient pour l'Ukraine via la mer d'Azov ne peuvent plus passer sous le pont. Ils sont obligés, donc, les grands bateaux, d'arriver à Odessa, de transvaser vers des plus petits bateaux qui remontent après dans la mer d'Azov et en Ukraine dans la mer d'Azov. C'est un peu tordu, enfin c'est vraiment histoire d'embêter le monde, mais bon, ils ont fait ça et c'est dommage, quoi. Ouais. Ils auraient... Et Natalia, elle se considère plutôt ukrainienne ou plutôt russe? Elle t'en a parlé de ça ou Oui, on en a parlé. Alors, elle est russe parce qu'elle est née russe, en fait. Enfin, elle est née à l'époque de l'Union soviétique, mais elle est née dans ce qui est aujourd'hui la Fédération de Russie. Donc, elle est et ses parents sont nés là-bas aussi. Donc, elle est née russe. Elle est née, même si elle a vécu en Crimée. Après, la Crimée a été rattachée administrativement, je crois que c'est en 75 ou 76 par Brejnev à l'Ukraine. Donc après, elle était toujours russe. Enfin, ils étaient jusqu'en 91, là, au moment de l'éclatement du bloc soviétique. Enfin, ils étaient je sais pas, ils avaient un passeport avec marqué CCCP dessus, là, enfin SSSR, si on prononce en russe. Je sais pas quelle nationalité ils avaient, ces gens-là. Enfin, nous on disait des Russes en Occident, mais ils avaient tous le même passeport, qu'ils soient kazakhs, ouzbeks, ukrainiens, ils avaient tous le même passeport, enfin de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Hein. Puisque c'était plusieurs républiques. Ah, et ils circulaient au sein des républiques facilement, quoi. Après, au moment de l'éclatement, ils ont eu chacun un passeport de la République dans laquelle ils se trouvaient. Et là, c'est pour ça que Natalia a eu un passeport ukrainien. Puis après, au moment de l'annexion, elle a pris un passeport russe, tout en conservant son passeport ukrainien d'ailleurs. Ouais, donc elle se sent plutôt russe que ukrainienne, c'est ça que tu Oui. dis? Oui. Enfin, maintenant, elle a autant d'amis côté russe que côté ukrainien, et puis elle dit c'est une déchirure ce problème politique, quoi. Il aurait fallu que il y ait une espèce de pays plus ou moins indépendant, la Crimée soit une fédération ou un pays indépendant, quoi. Mais ça, Poutine, il l'aurait pas toléré. Et est-ce qu'elle parle ukrainien? Oui. Ah ouais, ok. Elle parle russe, ukrainien, arabe, anglais et espagnol. Oh, bah, là, le français, ça va aller vite alors. Et là, elle apprend le français, oui. Donc, ça va être quelques mois. Maintenant, je sais qu'elle comprend très bien le français, mais elle ne veut pas le parler. Parce qu'elle est perfectionniste et elle le parlera que quand alors moi, j'aime bien, parce que bon, de temps en temps, elle me parle un petit peu, elle me dit des mots français, et j'aime bien son accent, sa façon de parler français avec son accent russe, quoi. C'est agréable, c'est chantant. Enfin, surtout qu'en Russie, il y a l'accent tonique en russe, l'accent tonique est important. Donc en fait, il y a une mélodie dans la phrase qu'on n'a pas en français. En français, la mélodie, elle est relativement plate dans la langue. Alors qu'en Russie, suivant où est placé l'accent tonique dans le mot, certaines lettres ne se prononcent pas de la même manière. Le ge peut devenir ve, le o peut passer a. Enfin, il y a le ye i. Enfin, tu vois, enfin, ça, tu le sais, c'est une leçon de russe. Et voilà. Dernière question, son intégration en France, comment elle voit ça? Comment vous voyez ça, vous, l'intégration? Est-ce que
Est-ce qu'elle va chercher du travail? Est-ce qu'elle va faire Oui, elle veut travailler. Alors, on se pose un peu la question de savoir comment elle va travailler, puisque en chirurgie, déjà, il faut qu'elle apprenne le français, il faut qu'elle le maîtrise. Ça, c'est obligatoire. Donc ça, elle va pas pouvoir chercher du travail avant une bonne année, quoi, peut-être 6 mois. Le temps de bien apprendre le français. Je sais pas, la Borislava, ça fait combien de temps qu'elle est au Québec? Ça fait plus d'1 an maintenant. Oui, ça fait 2 ans. Ouais. Ça fait 2 ans. Elle a toujours du mal à parler le français. Elle hésite un peu. Ouais, Borislava, elle a de la difficulté avec le français. Ouais. C'est pas ça. Et après, je sais, enfin moi j'ai les mêmes difficultés que elle va reconnaître, à connaître, parce que il y a des mots français et des mots russes qui n'ont pas le même genre. Typiquement, je m'attends à ce qu'elle me sorte un table, puisque stol en russe c'est masculin. Ouais. Alors que bon, là chez nous c'est une table. Bon, il y a plein de mots comme ça qui sont pas bon. Puis après ils ont les neutres aussi. Donc mais après bon, c'est pas ça, c'est pas très grave. L'important c'est d'avoir aussi. Et puis là, ce que j'ai remarqué aussi, enfin la différence entre les deux langues, c'est que nous, on enrobe une phrase, elle est longue en français. En russe, déjà t'enlèves le verbe être, t'enlèves le verbe avoir, t'enlèves certains pronoms aussi. Enfin, je veux dire, tu rentres dans un magasin en France, tu vas dire bonjour, est-ce que je recherche quelque chose ou est-ce que je pourrais voir ce genre de choses. En russe, tu vas dire, enfin, si je traduis en français, par exemple, je sais pas, si tu veux acheter un calendrier, tu vas dire Minia Pajarosta calendar, et puis c'est hop, ça y est, t'as dit voilà, est-ce que je peux avoir un calendrier? Il suffit de mettre le Pajarosta et puis c'est bon, quoi. T'as mis la formule de politesse et t'as pas besoin d'enrober la phrase, quoi. Alors que les Français, on enrobe beaucoup, quoi, dans la langue. Alors, il y a suite à ton premier podcast, il y avait eu un commentaire sur SoundCloud. Il y a un monsieur qui a laissé un message et qui a dit bonjour Eric, as-tu cherché à savoir quelles étaient les équivalences dans le domaine de la chirurgie dentaire entre la France et la Russie? S'il n'existe pas d'équivalence, elle devra repartir de zéro au niveau professionnel. Comment as-tu envisagé de gérer cette situation? Amicalement, Philippe. Voilà, alors ça j'ai regardé. Alors repartir de zéro, non, elle doit passer les examens finaux. Enfin, mais il y a un accord qui a été signé sous la présidence de Hollande en France entre le ministère de la Santé français et le ministère de la Santé russe sur certaines équivalences de formation. Seulement, cet accord, il a été signé avant l'annexion de la Crimée et donc avant les sanctions. Alors là, effectivement, je ne sais pas si cet accord est toujours valable. C'est ça mon inquiétude, en fait. Mais il y a eu un accord de signé entre les deux ministères de santé, français et russe. Le quinquennat de François Hollande, c'était, je ne sais plus. Alors l'accord, il a été signé en 2011 ou 2013, enfin quelque chose comme ça, quoi. Donc, et l'annexion a eu lieu en 2014. Je pense que si ça avait traîné un peu la signature de l'accord et qu'il y avait eu l'annexion, je pense que l'accord n'aurait pas été signé. Ça aurait fait partie des sanctions françaises vis-à-vis de la Russie. Mais je ne sais pas. Alors là, aujourd'hui, il va falloir que j'aille au Conseil de l'ordre français. Si tu regardes sur le site
actuellement sur le site du Conseil de l'ordre des dentaires, enfin, et de médecine, parce que elle est stomatologue, elle n'est pas dentiste. Un stomatologue, c'est un médecin, avant que c'est pas un dentiste. Ils te disent que seuls les ressortissants de pays de l'Union européenne peuvent travailler en France sans complément d'examen ou quoi que ce soit. Mais par exemple, en France, je sais qu'on manque beaucoup de médecins, notamment dans les hôpitaux, et il y a énormément de médecins à une époque libanais, mais surtout en ce moment d'Afrique du Nord, et ce sont des gens et ils n'ont pas toutes les études à refaire. Ils font leur première année de médecine, enfin les 6 années, et ils viennent après faire. Ils n'ont qu'un internat, puisqu'en France il y a un internat, quoi, donc à faire après les années de médecine. Donc ils n'ont que l'internat à faire. Ils sont internes dans les hôpitaux. Souvent exploités d'ailleurs financièrement, mais ils n'ont pas à redémarrer, à passer le concours de médecine de première année et de suivre les 6 années de médecine. Ils n'ont pas à faire ça, quoi. Donc, à mon avis, en termes de qualité de formation, un médecin russe, c'est quand même nettement au-dessus d'un. J'ai rien contre les gens qui viennent du Maghreb, mais la qualité des médecins russes est quand même internationalement reconnue, quoi. Ouais. Après les médecins libanais, je sais qu'il y a des très très bons médecins libanais. Moi, j'en ai eu connu qui viennent en France. Et puis le gros avantage du Liban, c'est qu'ils parlent très bien français directement là-bas. Ouais. Donc en fait, ce que tu dis, si je résume, c'est qu'il y a peut-être des ententes entre les deux pays, entre la Russie et la France, qu'il faudrait vérifier. C'est ça, il faut que je vérifie. Pour les chirurgiens dentistes. Ouais. En fait, au Canada, pour les auditeurs qui nous écoutent, moi je sais que tout ce qui concerne le domaine médical, il faut partir à zéro. Il n'y a pas de... Il y a une seule entente qui a été signée entre la France et le Québec pour les infirmières. Donc pour les infirmières françaises ont le droit de travailler directement au Québec. C'est des accords qui ont été signés par les premiers ministres. Mais tout ce qui concerne le domaine médical, dentaire, chirurgie, etc., il faut qu'ils repartent complètement à zéro. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de grogne dans la population parce que les gens attendent, il y a des files d'attente dans les hôpitaux et on dit qu'il n'y a pas assez de médecins et on dit que les médecins sont trop payés. Et pendant ce temps-là, il y a des médecins qui ont immigré, des chirurgiens qui ont immigré et ils n'ont pas le droit d'exercer leur profession au Canada. Donc ça génère beaucoup de frustration dans la population. Bah, je pense que c'est pour ça qu'en France, ils ont ouvert certains accès. Alors c'est surtout dans les hôpitaux, c'est-à-dire que je crois, enfin ces médecins étrangers hors de l'Union européenne ne peuvent pas s'installer comme ça, poser la plaque et puis s'installer en libéral. Ils sont obligés d'être salariés d'un hôpital. Natalia, je pense qu'elle devra travailler dans une clinique ou un hôpital, quoi. Mais pas en tant que dans un simple cabinet de ville. Ouais. Mais tu as raison aussi, ça commence par l'apprentissage du français et ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Ouais, ça c'est... Après, moi, a priori, je devrais être en retraite dans pas trop longtemps, enfin d'ici 5 ans. Et donc, je sais pas, on y réfléchira, mais c'est pas sûr qu'on ait l'intention de rester en France. On verra. Ah ouais. Tu irais vivre où? Alors, j'ai beaucoup de collègues qui vont en Espagne, qui descendent en Espagne. Et là, je sais qu'en Espagne, elle pourrait travailler sans problème. Et puis, après, si on va en Russie, ce sera forcément en Crimée, ce ne sera pas ailleurs, parce que moi, je n'ai pas envie d'aller au froid. Donc, mais ce serait plutôt vers un pays chaud, quoi. Enfin. Ouais.
pense que moi aussi j'irai dans un pays chaud quand je serai à la retraite. Voilà. Il y a une chose dont je voulais te parler aussi. C'est je l'avais noté et puis j'ai oublié dans le dernier podcast de t'en parler. C'est le retour après la rencontre du CQMI, ouais. Avec l'entourage, parce que autant moi, si tu veux, j'en avais parlé dès le début, et puis même professionnellement, j'étais obligé d'en parler parce que puisque c'est une femme étrangère et moi je suis obligé de déclarer si j'ai des amis ou des relations à l'étranger. Les collègues de travail, au départ, ils étaient très intéressés, enfin ils m'encourageaient et quand plus ça allait et plus ils ont vu que ça marchait, j'ai senti beaucoup de jalousie. Et beaucoup même, indirectement, je sentais qu'ils souhaitaient que je me plante. Alors, j'ai souvent eu des règles. Alors, ça y est, t'es marié. Alors, comment ça se passe? T'as vidé ton compte en banque. Tu vois, le genre de réflexion, des petites piques. Et puis, elle, de son côté, elle a vécu aussi beaucoup de ses amis. À partir du moment où ils ont su qu'elle fréquentait et puis qu'elle allait se marier avec un Français, et bien beaucoup de ses amis lui ont présenté des célibataires russes. Ah ouais. Oui, et ça certainement parce que il voulait pas la voir partir de Russie peut-être, ou je sais pas, mais c'était ça, j'ai trouvé ça assez cavalier de la part de l'entourage. Ouais, bah ça, non, c'est normal. J'en parle des fois de ça. La jalousie, c'est tout à fait normal, c'est parce que on veut pas que nos croyances soient heurtées. C'est-à-dire, la croyance populaire veut que tous les hommes qui veulent rencontrer une femme russe ou ukrainienne se font arnaquer, donc c'est. Et ouais, se cassent la gueule. Dès qu'il y a quelque chose qui est contraire à la croyance générale, ben ça vient remettre en cause nos croyances, et puis on n'a pas envie de réfléchir. Et puis c'est vrai qu'en Russie, il y a aussi un mouvement qui fait que de nationalisme aussi, qui fait que les hommes ou les femmes n'ont pas envie de voir les femmes partir à l'étranger. Oui, mais c'est. Par contre, j'ai une collègue, une femme, qui elle est divorcée aussi, et elle me disait, les hommes russes, il y en a des hommes de disponibles. Alors j'ai dit non, à mon avis, c'est pas côté Russie, non, si tu veux. Il y a plutôt une pénurie qu'autre chose. Ouais. Voilà, exactement, ouais. Mais d'ailleurs. Je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, la Natalia, elle me disait qu'elle avait une copine, mais très jeune, hein, qui est de l'ordre qui a moins de 30 ans, mariée depuis 3 ans, et qui se rend compte que, elle va demander le divorce de son mari parce qu'elle se rend compte qu'elle est pas bien considérée et que alors je sais pas. Quand elle m'en a parlé, je ne sais pas si, j'ai pas creusé, je ne sais pas si c'est parce qu'elle voulait chercher finalement un mari à l'étranger ou pas, mais ça divorce quand même pas mal en Russie aussi. Oui, il y a beaucoup de divorces en Russie, oui. Et souvent dans une période relativement proche du mariage, courte. Natalia, elle a divorcé, son fils avait 3 ans. Quoi. Elle a pris, elle me disait, elle a pris le fils sous un bras, le chien sous l'autre et une valise. Et puis elle est partie comme ça, quoi. C'est vraiment parce que justement, elle n'était pas respectée par son mari, ouais. Par son mari, quoi. Ouais. Les hommes ont trop de choix en Russie. Oui, certainement, oui, parce que c'était à côté. En clair, c'était à cause de ça, quoi. Il la trompait
pas tous les jours, mais presque. Et donc, alors après, c'est vrai qu'une femme, au début, quand l'enfant est petit, elle consacre beaucoup aussi de temps à l'éducation et à élever l'enfant. Et peut-être le mari peut se sentir un peu délaissé et du coup voir ailleurs. Mais bon, c'est pas une raison. Enfin, Ouais, c'est pas une raison. Ouais. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais si jamais tu as d'autres questions suite au podcast, tu peux les noter et puis tu me les fais passer par mail et puis on se refait un podcast un jour ensemble. Oui, bah mais oui. Là, on en fera peut-être un, je te raconterai le mariage. Oui, je te raconterai le mariage. Rappelle-moi après le mariage, oui, merci. Voilà, excellente idée. Je t'enverrai. Là, je vais essayer de contacter Hervé pour voir si je peux pas le voir la semaine prochaine, déjeuner avec lui ou déjeuner, je sais pas, parce que apparemment sa femme elle travaille beaucoup, lui aussi. Moi, Hervé, il fait des articles intéressants sur la Russie. Ouais, j'ai pas le temps de les lire. Le podcast, c'est bien parce que en fait. Je me mets même tes lives que tu fais le dimanche soir, si je les regarde pas en direct, je les écoute en podcast, en fait je les regarde pas a posteriori parce que sinon, mais je les écoute en podcast en faisant autre chose, c'est sympa. Quoi. Ouais, c'est sympa, c'est vraiment bien. Moi je consomme à peu près 3 heures de podcast par jour, j'adore ça. Surtout que tu peux faire autre chose en parallèle et donc c'est bien. Quoi. Ouais. Ok, voilà. Merci beaucoup Eric, c'est très très généreux de ta part et c'est très intéressant aussi de discuter non, mais ça me fait plaisir et puis de te revoir aussi parce que c'est t'entendre, ça faisait un moment quoi. Voilà. Merci. Et puis bon voyage à Moscou et toutes nos salutations à Natalia. Je transmettrai et puis bonjour à Boris là-bas. Et n'oublie pas d'acheter des fleurs. Ah non, ça j'oublie plus maintenant. Je l'ai fait une fois, c'est bien parce que tu fais les erreurs une fois et après tu y penses quoi. Voilà. Salut Eric. Allez, à bientôt. Au revoir. Ciao. Bye.